Un premier mot peut-être avec vous, docteur Anne Abbé-Denisot. Avant de laisser la parole à vos invités, quelles sont vos intuitions à vous quand on parle de collaboration à engager? Est-ce que vous vous dites que ça se gère à tous les niveaux et avec tout le monde? Ce qui nous a amené à faire effectivement ce colloque de 1000 premiers jours, c'est quand même le thème évidemment lancé par Santé publique France, par le ministère, était particulièrement parlant pour nous, chirurgiens dentistes, parce qu'on se trouve régulièrement confronté à cette difficulté de travailler avec les autres et d'intervenir malheureusement maintenant trop souvent après qu'on aurait dû faire. Mon expérience personnelle la plus cruelle, c'est quand j'ai vu arriver un monsieur qui a arrêté de travailler pour s'occuper de son enfant psychomoteur, qui devait apprendre à déglutir. Donc l'orthophoniste passe à la maison, se déplace, lui montre quelques petits exercices, elle fait les exercices tout bêtement pour qu'il mette sa langue au palais. Elle met un tout petit peu de miel sur le palais. Et moi je le vois, à peine un an après. Le monsieur me dit, je comprends pas, je viens vous voir parce que mon enfant, les dents, elles poussent pas. Et là, vous lui faites ouvrir la bouche et vous voyez que les dents, ça aura des gencives complètement. Et quand vous le questionnez, vous vous rendez compte qu'en fait, il a voulu bien faire puisqu'il s'est arrêté de travailler pour s'occuper de cet enfant. Et l'exercice que l'orthophoniste lui a demandé de faire, un petit peu, il l'a fait plusieurs fois par jour. Et cet enfant qui ne déglutit pas a gardé la salive avec le miel. Et les dents ont fondu avant d'apparaître. Et quand tu te retrouves finalement, moi je me suis retrouvée à devoir dire à ce papa qui s'est arrêté de travailler, qui consacre sa vie à cet enfant, et je lui dis mais en fait c'est de votre faute? Non, c'est pas de sa faute au final. C'est de notre faute. Et je me sens tout aussi concernée. Parce que je me dis mais comment ça se fait que je l'ai pas vu avant, qu'on n'a pas pu travailler avec l'orthophoniste, que l'orthophoniste n'a pas non plus transmis ce message que oui, il faut le faire, mais pas tout le temps. Il faut nettoyer la bouche. Enfin, et là, j'ai un moment de panique. Je vous le dis franchement, ce jour-là, j'ai eu un moment de panique. Je me suis dit, mais je fais comment pour le lui dire? Est-ce que je lui dis? C'est vraiment très difficile. Et on retrouve ça. Et puis, je pense que c'est un stress pour tous les soignants quand on a ce constat d'échec. Quand on se rend compte que on n'a peut-être pas bien travaillé avec les autres parce que finalement cet enfant de 2 ans, 3 ans qui vient et la maman qui vous dit mais je comprends pas, il m'a jamais dit qu'il avait mal. Si, il vous l'a dit, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors comme vous ne l'avez pas répété 36 fois, vous n'avez pas fait attention. Et derrière, on vous a pas dit qu'il fallait faire attention. Et est-ce qu'il a pas mal? Si, il a eu mal. Bien sûr qu'il a eu mal. C'est une illusion de dire que les enfants petits n'ont pas mal aux dents, c'est faux. Mais en même temps, ils se plaignent pas tout le temps. Ils ont une capacité à absorber ça et à pas le ressortir. Et nous, il faut qu'on soit un peu plus solidaires et qu'on arrive à mieux travailler autour. Et c'était ça, le sujet des 1000 premiers jours, c'est vraiment ça. C'est comment on peut faire pour travailler ensemble pour plus qu'il y ait ce genre d'accident que vous avez tous noté. Parlons-en alors, comment travailler mieux ensemble? Docteur Cotta, prenez le micro qui est devant vous. Je précise que vous avez un double parcours. Vous avez été chirurgien dentiste pendant une 20aine d'années, puis ensuite à l'assurance maladie et désormais à l'agence régionale de la santé de votre région à vous, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous faites partie de ceux qui disent depuis longtemps faut agir très tôt sur la santé bucco-dentaire. C'est ça? Oui, là je fais qu'abonder dans le sens des conférenciers précédents. Effectivement, faut agir tôt. Comme c'était dit, le capital dentaire il est unique et non renouvelable. Donc s'il est détruit, on pourra plus faire marche arrière. Donc ça c'est important. Moi qui balaye tous les champs de la santé bucco-dentaire dans le cadre de mon travail à l'ARS, je suis au regret d'avoir une stratégie de développement de plateau technique pour soins sous anesthésie générale de jeunes enfants. Mais il faut les développer parce qu'il y a 1 an d'attente pour des enfants polycariés où c'est une catastrophe et ça se finit malheureusement du fait des 1 an d'attente, ça se finit par des extractions. Donc effectivement, il faut agir au plus tôt, vraiment, vraiment. Deuxième point sur ce fait d'agir tôt, c'est que, comme ça a été très brillamment dit aussi précédemment, la bouche, enfin les dents, c'est pas seulement le fait de manger, c'est aussi le fait d'avaler, c'est aussi le fait de sourire. Ça c'est important socialement chez nos jeunes enfants parce que les images qu'on a vues du professeur Sixou, quand c'est dans une cour de récréation, vous imaginez la moquerie des autres enfants. Donc c'est pour ça que c'est très important que vraiment on y fasse attention dès le plus jeune âge et au plus tôt.
Alors, quels sont les leviers d'action, selon vous, à activer pour renforcer les coopérations ? Ça a été aussi dit, je peux que répéter ce qui a été dit, c'est qu'il faut travailler en pluridisciplinaire, vraiment. Malheureusement, le chirurgien dentiste, il arrive toujours trop tard. On parle du MT dent 3 ans, ce qui est déjà très bien. Il y a le MT dent pendant la grossesse qui est important. Mais donc, il faut aussi agir auprès des autres professions, surtout les professions qui sont en lien avec la future maman. Et par exemple, pour citer l'exemple de ce qui se passe dans notre région, l'UFSBD mène une action sur financement de l'ARS, de formation-information auprès des sages-femmes et auprès d'infirmières qui agissent dans le service d'accompagnement pour femmes enceintes, afin de délivrer d'emblée des messages de prévention et au moins motiver, faire en sorte que les mamans n'oublient pas la bouche, quoi. Je crois que c'est les mamans et les papas, bien évidemment. On va voir ce qu'en dit une sage-femme, justement, et ce qu'elle expérimente au quotidien. Donc Nadine Knezovic-Daniel, comment ça se passe chez vous à Strasbourg ? Alors, juste pour reprendre l'histoire, il y a quelques mois, quand on m'a demandé de bloquer une date pour les 1000 premiers jours avec l'UFSBD, j'ai dit oui sans aucun problème, puisque je trouve que c'est important qu'on puisse travailler en pluridisciplinarité, mais je n'ai pas vu le danger arriver. C'est quand le programme est arrivé que je me suis dit, mais que vais-je faire là-bas en tant que sage-femme autour de la bouche ? Je me suis sentie comme une pomme sur un poirier, et en fait, au bout de la matinée, là, je me rends compte à quel point ça va être formidable de pouvoir travailler ensemble. Pendant ces quelques semaines, je me suis dit, et j'ai vu ça avec le docteur Abbé, je me suis dit, mais moi, je veux bien partir d'un état des lieux parce qu'en vrai, dans notre équipe, nous avons 180 sages-femmes. Donc, c'est une très, très grosse équipe de sages-femmes, une trentaine de médecins. Je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qu'on fait au quotidien, sachant que j'avais un petit peu une idée quand même de ce qu'on faisait, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi, j'avais des souvenirs de mes consultations où ça faisait partie, en préparation à la naissance, du conseil « Allez voir votre dentiste », mais ça s'arrêtait à ça. Et en fait, quand j'ai fait l'état des lieux sur ces derniers temps, donc chaque fois que je voyais une sage-femme de consultation, je la chopais dans mon bureau, et je disais, alors viens, j'ai quelques questions à te poser. Donc tout le monde m'a regardé avec un air interloqué en disant, mais qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ? Encore une case à cocher dans le dossier médical. On nous a fait le coup avec la coqueluche, on nous a fait le coup avec les violences sexuelles, avec le Covid. Enfin, on rajoute en permanence des choses dans les consultations. Des consultations qui durent 20 minutes, je le rappelle. Donc vous imaginez tout ce qu'on doit raconter. Et je disais, non, je viens vraiment pour un état des lieux pour cette journée-là. Et en fait, je me suis rendu compte, ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est qu'il n'y a pas de formation. Des sages-femmes, en tout cas, il n'y en a pas. Et je vous rejoins, madame, quand vous disiez tout à l'heure, la bouche n'existe pas. Elle est pour les sages-femmes, et je reprendrai tout à l'heure pour les médecins avec qui j'ai discuté également. Alors, elle existe dans une situation, c'est au moment de la naissance du bébé, où on s'est beaucoup battu pour ne plus aspirer les bébés systématiquement, pour avoir pas une première sensation d'oralité désagréable, parce que c'était comme ça qu'on accueillait les nouveau-nés pendant longtemps. Ils arrivaient, on les aspirait, bienvenue dans ce monde, et on les remettait à leur maman. Il faut savoir, je fais de la formation dans des établissements sur la démédicalisation et la bientraitance. Il y a encore des établissements très bien cotés en France, qui aspirent systématiquement tous les nouveau-nés alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc la bouche existe. Et la deuxième manière dont la bouche existe, mais malheureusement c'est trop tard, et les 2 dernières années on n'en a pas vu grand-chose, c'est quand on voit une femme en consultation, quand on a un état délabré des dents. Là, nous, on a tous nos clignotants de vulnérabilité qui vont s'allumer. C'est-à-dire, mais on arrive déjà trop tard. On n'a rien avant. On n'a strictement rien. Tous les professionnels que j'ai rencontrés m'ont tous dit, oui, on voudrait bien, mais on n'a pas de formation. On ne sait pas quoi dire. Faire une formation pour aller dire qu'il faut aller chez le dentiste, c'est pas l'objectif. Donc il y a une vraie demande, il y a une appétence, mais un manque de formation. J'ai retrouvé, et on le retrouvera dans des écrits, la thèse d'une chirurgien dentiste qui a fait quelque chose de très intéressant. 72% des étudiants en maïeutique disent qu'ils sont absolument pas formés. Donc vous imaginez bien que les professionnels après le sont encore moins. Et donc là-dessus, il y a vraiment des pistes de réflexion à avoir. Dans les médecins, je leur ai dit, mais quand même, il y a des études qui ont montré la prééclampsie, la prématurité. Ils disent oui, mais les niveaux de preuve à cet endroit-là ne sont pas suffisants pour nous. Et on a d'autres, c'est pas spécifique. Effectivement, quand on a ces problèmes-là, nous, on a d'autres clignotants de vulnérabilité qui vont nous permettre d'y arriver. Et ils ont dit oui, on peut faire quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi dire. Donc il y a vraiment un besoin de formation ou initiale, ou au moins continue pour les professionnels aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est d'accord sur les principes, mais comment on passe à l'action, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait en pratique, parce que tout ce que j'ai entendu ce matin était absolument passionnant, et comment est-ce qu'on va pouvoir le décliner. Alors, hier soir, pour bien finir mon état des lieux, je me suis fait passer dans un pur rôle de composition pour une jeune primipare de 25 ans sur les 1000 premiers jours. J'ai mis une date des dernières règles, j'ai mis le terme, j'ai tout mis. Donc, je suis officiellement enceinte, là, à 20 semaines. Et j'ai cherché le bilan dentaire dans les 1000 premiers jours. Et j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai cherché. Je n'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit, j'ai mal cherché. Donc, c'est la première chose que j'ai dit ce matin. J'ai dit, mais j'ai rien trouvé. On m'a dit, c'est normal, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans les 1000 premiers jours, nos professionnels ne savent même pas vers quoi aller. Alors, ce que les professionnels m'ont également dit, mais si la dame me dit, tiens, j'ai eu un papier, d'ailleurs, plusieurs m'ont dit, je crois qu'elle reçoit un papier, non. Donc, c'est montrer la méconnaissance, et sage-femme comme médecin, hein, mais je crois qu'elle reçoit un papier parce que parfois, elle le ramène. Et tous les professionnels, quand les femmes les interpellent là-dessus, disent « Ah non, c'est super important, il faut y aller ». Mais c'est quand la dame arrive avec le papier. C'est-à-dire spontanément, et dans la thèse c'est précisé, et c'est à peu près ce que moi j'ai eu au doigt mouillé dans le vent, c'est à peu près 30% des professionnels envoient de manière spontanée, mais pas plus. Alors, les sages-femmes agissent en établissement, mais aussi en libéral. Alors, est-ce que c'est côté libéral qu'il y a peut-être des leviers d'action ? Alors, je suis également allée voir du côté des libérales, puisque nous les rencontrons une fois par an toutes. Donc, j'ai appelé mon petit réseau de libérales en disant, tiens, qu'est-ce que toi tu fais sur ce sujet-là ? Finalement, c'est pas fondamentalement différent. Alors qu'en préparation à la naissance, parfois elles abordent le sujet, mais malheureusement, ce n'est pas la majorité des femmes qui font de la préparation à la naissance. Et dans ces catégories de femmes qui font de la préparation, on est déjà dans des catégories qui, à la base, sont dans de la prévention. Donc, on ne va pas toucher les populations qu'on veut toucher forcément. Il y a les sages-femmes de PMI que je n'ai pas réussi à interroger, où il peut y avoir des pistes de réflexion. Donc, effectivement, sur les libérales, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. On va faire réagir votre voisin, le docteur Romain Jacques, qui est juste à côté. Donc chirurgien dentiste, membre de l'UFSBD. Vous avez plusieurs casquettes. Vous n'êtes pas simplement professionnel de santé, vous êtes aussi parent de jeunes enfants. Là, ce qu'on vient de dire, vous l'avez vécu. On ne croise pas énormément de professionnels qui parlent de santé bucco-dentaire pendant les premiers mois. Donc j'ai une petite fille, je suis pile dans les 1000 premiers jours, ça doit faire 600 jours si on compte les 270 jours de la grossesse. Et c'est vrai que si on revient au tout premier de l'annonciation et jusqu'à la fin, on a une tonne d'informations mirobolantes. Des papiers, des informations, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Et en me replongeant un petit peu après avoir été convié à ressasser mes 600 premiers jours, il y a peu de papiers en effet sur le bucco-dentaire jusque-là, alors que on a croisé des sages-femmes, des gens à la PMI, des pédiatres, un certain nombre de personnes tout autour qui auraient pu nous en parler. Peut-être que c'était biaisé parce que ma femme et moi-même sommes dentistes, mais certains ne le savaient pas et pourtant ne nous ont pas abordé cette problématique. Alors vous, en tant que chirurgien dentiste, c'est l'autre casquette, vous voyez les choses comment sur la santé bucco-dentaire dès les premiers âges ? C'est important de mettre dès le plus tôt, hein, on l'a dit plusieurs fois ce matin, le plus tôt possible, introduire les mesures d'hygiène. Je rebondirai juste sur les sages-femmes parce que c'est moi qui ai dirigé le travail de thèse de cet étudiant. Et un chiffre que vous n'avez pas cité, c'était que 2/3 des sages-femmes pensent être à leur place pour délivrer des messages déjà. Donc mine de rien, c'est qu'elles savent, mais peut-être qu'elles n'ont pas les bons supports ou en tout cas les bons relais. Et c'est peut-être aussi à nous en tant que chirurgien dentiste d'assurer ces relais pour réussir à apporter nos éclairages, notre connaissance pour le faire. Après les sages-femmes, on croise les pédiatres et j'ai aussi participé à un travail sur les connaissances en pédiatrie des jeunes pédiatres sur le bucco-dentaire et on a à peu près les mêmes chiffres. Et tous nous disent dans cette étude qu'ils aimeraient être formés et qu'ils aimeraient aussi avoir des relations avec les autres professionnels plus importantes. Et je pense que c'est là, en tant que chirurgien dentiste, qu'on a notre rôle pour participer un petit peu plus et accompagner aussi dans ces mesures de l'information et ce qu'on peut faire. Donc le constat, c'est qu'il y a un engouement, il y a une volonté des professionnels à y aller. Vous confirmez, prenez peut-être le micro, il y a ce souhait à vouloir monter en compétence sur des sujets connexes finalement.
Il y a vraiment une volonté, c'est-à-dire que quand moi j'ai dit parce que forcément j'avais lu plein de choses, donc j'avais plus de connaissances que quand j'étais invitée, et j'ai pu dire mais quand même si tu te rends compte que ça a un impact sur la santé de l'enfant derrière et tout, ça t'intéresserait. Ah bah si, là ça mais c'est juste le défaut de formation qui fait qu'on a l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Et le fait de savoir que ça sert vraiment à quelque chose, il n'y a aucun professionnel de santé qui va dire non. Enfin, en tout cas, je ne peux pas imaginer ça. Et surtout que là, on est dans de la prévention qui reste quand même le parent pauvre en France, hein, malgré tout. Et normalement, la sage-femme se situe dans la prévention et dans la physiologie. Donc logiquement, ça devrait être son cœur de métier. Donc l'engouement, à la limite, les médecins ont dit bah oui, dans les consultations de sage-femme ou dans l'entretien précoce, prénatal, le fameux entretien du 4e mois, qui est un entretien très spécifique qui dure 45 minutes normalement, où il ne va pas y avoir d'examen médical, mais c'est une rencontre avec la femme ou le couple, où on va parler de plein de choses, de vulnérabilité, d'état psycho-émotionnel, de comment elle vit cette grossesse, et où tous les messages de prévention peuvent être délivrés. Ça pourrait être un moment absolument clé. Malheureusement, dans notre établissement, 25% de femmes bénéficient de cet examen qui est obligatoirement proposé. Il n'est pas obligatoire, il est obligatoirement proposé. Et c'est le premier examen, la première consultation qu'on enlève quand on est en pénurie de personnel. Nous ne les faisons plus depuis 18 mois parce qu'on n'a plus assez de gens pour tourner dans les salles d'accouchement. Donc il y a des pistes, il y a des endroits, mais il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. On l'a dit tout à l'heure, c'est un moment privilégié, une période vraiment intéressante pour agir sur la santé. Vous le confirmez, vous, sur la santé globale des femmes et de leur entourage proche, enfants, conjoints, etc. C'est l'occasion de lancer un nouvel élan, peut-être ? La naissance est un moment très particulier. C'est vraiment, on le voit dans des situations, nous avons dans notre service des prises en charge de patientes particulièrement vulnérables, qui ont des parcours de vie qui sont cabossés, qui utilisent des substances. Donc vraiment des femmes qu'on a besoin de particulièrement protéger, être bienveillants. C'est un moment où on a envie de réécrire une histoire. Cet enfant qui arrive représente beaucoup d'espoir. Donc c'est vraiment un moment fondamental et fondateur dans la vie d'un couple que d'avoir un enfant. Donc tout peut s'écrire sur cette page blanche et effectivement les gens vont être réceptifs si on n'est pas effectivement dans la multiplicité des messages. Parfois quand on donne un carnet de santé, on a l'impression qu'on sort la liasse de publicité de la boîte aux lettres. Vous voyez là où vous saviez pas par laquelle commencer, vous avez envie de tous les mettre de côté. Vous avez la prévention du bébé secoué, la PMI, choisissez votre sage-femme, on a ça de liasse. Donc on sait très bien que rajouter une de l'UFSBD là-dedans, ça marchera pas. Donc il faut réfléchir autrement, mais la page blanche, elle est là clairement et les gens seront réceptifs. Alors on va parler d'une expérience très concrète avec le docteur Toledano, qui est menée en direction de crèches. Vous nous expliquez de quoi il s'agit ? Vous vous intéressez à des publics vraiment très très jeunes. Alors on s'intéresse à des publics très jeunes. En fait, donc la Caisse militaire a la chance de travailler en partenariat avec l'IGESA, qui est l'institution de gestion sociale des armées, et qui, à ce titre-là, a des établissements de vacances et des crèches, entre autres. Et donc, quand je suis arrivée à la Caisse militaire il y a quelques années, on m'a demandé donc bien sûr, en tant qu'organisme d'assurance maladie obligatoire, nous participons à tous les programmes nationaux. Donc les MT-dents, le 3 ans, tant mieux, les femmes enceintes, tout va bien. Mais on a la chance, en tant qu'organisme un peu, on va dire, spécifique, de pouvoir faire justement, de créer des actions de prévention spécifiques. Un peu en mode laboratoire presque, laboratoire de nouvelles pratiques. Alors oui et non. En fait, il fallait développer donc les actions de prévention pour le militaire et sa famille. Trouver les moyens d'action par rapport à ça. Donc nous, on est une caisse nationale, comme je le disais tout à l'heure, mais je suis la seule chirurgien dentiste sur cette caisse. Et donc au départ, on a commencé tout petit, c'est-à-dire que basé à Toulon, on a commencé sur des petites crèches de l'IGESA, puisqu'on a un partenariat avec eux, et on a vu que ça prenait très très bien. Ça prenait très très bien. D'abord, les professionnels de santé, les directrices de crèche étaient très demandeuses. Elles étaient très contentes. Et le soir, sur les stands, parce qu'en fait, l'action, elle se divise en deux parties. Il y a une action le matin auprès des enfants.
Et le soir, un stand pour les parents qui permet en fait l'échange, puisque à cet âge-là, bien sûr, le message, l'enfant va participer, il va être très actif le matin, mais les messages sont à divulguer aux parents qui s'occupent de tout ce qui se passe à la maison, de la nutrition et des bonnes pratiques, on va dire, d'hygiène. Et que se passe-t-il concrètement le matin avec les enfants ? Donc, juste quand même pour dire, donc ça a commencé à l'échelon très local, ça s'est développé, et comme on est sur un territoire national, on a développé un partenariat avec l'UFSBD qui est très compétente dans ce domaine-là et qui a cette casquette de pouvoir travailler sur tout le territoire et de pouvoir donc agir dans toutes ces crèches, ce qui représente à peu près 42 crèches sur le territoire national. 400 enfants, m'avez-vous dit à peu près. Alors, à plus, j'ai eu les chiffres. Excusez-moi. On fait la mise à jour. Voilà, la mise à jour. Donc, ça fait à peu près entre 900 et 1000 enfants, en sachant que c'est variable. Chaque année en fonction et puis là en plus on n'a pas eu tellement de chance, c'est qu'on a commencé en 2019 donc 2019 ça a pas mal marché, mais c'était l'année de mise en route. Bien sûr derrière l'année dernière ça a été plus compliqué, et cette année 2021 on a réussi à faire quasiment toutes les crèches, on en a fait 35 sur 43. Tout n'a pas été fait exactement comme on aurait voulu parce que les stands le soir, à cause de la crise sanitaire, c'était compliqué. Mais en tout cas, les actions dans les crèches ont pu avoir lieu et on a un très très bon retour à la fois des parents et des enfants. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, on se retrouve le soir avec des parents qui passent sur le stand, qui sont un peu plus réceptifs qu'en temps normal si c'est un stand basique, parce qu'on a vu leurs enfants. On a vu leurs enfants le matin, ils savent, ils sont au courant à l'avance qu'on voit leurs enfants. Et en fait, en général, une fois qu'ils sont accrochés sur le stand, ils restent. Alors qu'au départ, ils vous disent « je suis pressé, il faut que j'aille chercher mon grand à l'autre école », ils passent. Et en fait, de savoir qu'on s'est intéressé à leur enfant, que leur enfant repart avec un petit kit de brossage, qu'on peut parler d'alimentation, qu'on peut parler de plein de choses, de la tétine, qui peuvent poser leurs questions à des chirurgiens dentistes qui sont capables de leur répondre, parce que c'est chaque fois sur le stand, c'est un chirurgien dentiste qui est présent. Ça crée du lien et en fait, on se rend compte que les gens sont très demandeurs. Donc c'est à partir de 2 ans environ ? En fait, on cible les enfants dans les crèches de 18 mois à 3 ans. Donc on est encore dans nos 1000 premiers jours. On est dans la bonne période. Voilà. Et donc concrètement, ça marche comment ? On observe la bouche, qu'est-ce qu'on fait ? Alors non, il n'y a pas de... ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Attention, on ne rentre pas dans la bouche de manière forcée, bien au contraire. Le stand du matin l'activité du matin avec les enfants se fait avec des marionnettes qui sont bambou et croco. Donc la période du Covid nous a permis de travailler avec l'UFSBD et de créer des nouveaux supports, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir le discours adapté. On est sur des tout petits. Alors moi, au départ, les gens me disaient « mais qu'est-ce que vous allez faire avec des enfants de 18 mois Vous êtes folle, ça va pas marcher. » En fait, c'est des interventions courtes avec des supports adaptés, un discours adapté, des mimiques adaptées, parce que ça aussi, ça compte. Notre collègue tout à l'heure en parlait. Les mimiques adaptées qui vont bien. Et si vous voulez, donc il y a une petite histoire entre un crocodile avec les marionnettes. Il y a notre grosse mâchoire qu'on a l'habitude de trimballer sur nos stands avec la brosse à dents, et les enfants peuvent venir eux aussi passer la brosse à dents dessus. Et en fin de cette petite activité, donc ça dure 20 minutes maximum, on parle aussi un petit peu d'alimentation, mais de manière, très ludique. Et on finit cette activité par un passage, quand c'est possible, mais ce qui est globalement le cas dans les crèches, au sanitaire, puisque en fait, quand l'UFSBD vient, ils ont un kit. On a envoyé des kits par enfant avec une brosse à dents, un petit gobelet pour chaque enfant. Donc les crèches jouent leur rôle en les notant pour chaque enfant, et à la fin de l'intervention, la dentiste de l'UFSBD va au sanitaire et propose à l'enfant de venir faire comme sur la grosse mâchoire, mais dans sa bouche. Bien sûr, on ne force pas un enfant qui ne veut pas le faire. Moi, j'en ai vu pas mal. Je crois que ça m'est arrivé 2 fois de voir des enfants qui refusaient absolument. Et là, en fait, rien que comment ça se passe au lavabo, on peut détecter si l'enfant il a déjà l'habitude de le faire, s'il l'a jamais fait, s'il le fait pas régulièrement, voilà. Et puis, ça démystifie un certain nombre de choses. Et ça peut créer un précédent positif, finalement. L'idée est bien là. Alors, docteur Abbé Denisot. Je voulais préciser
qu'on a créé un petit fascicule que vous avez tous dans vos pochettes pour que justement l'action continue à la maison. Parce que les parents peuvent raconter l'histoire de Bambou qui se brosse les dents. Je l'ai testé sur ma petite fille, c'est très drôle. Hein. Elle se marre à chaque fois que je la raconte. Et ça aide les parents à créer le rituel et à continuer le geste, effectivement. Le fait de repérer un enfant qui n'ouvre pas la bouche, c'est vrai que ça s'est fait rarement. Mais ça a interpellé le dentiste qui a forcément discuté avec la famille pour essayer de comprendre, justement. Pas forcément pour repérer quoi que ce soit, mais pour dire attention, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et c'est vrai que ce dialogue, à la fin, les dentistes qui font l'action l'apprécient d'ailleurs, trouvent que c'est un moment important dans l'action. Voilà, c'est une action qui est très complète. Et je voudrais préciser quand même sur l'action de l'ARS qu'on n'a peut-être pas trop montré, c'est que dans l'action ARS-ARA, il y a la formation des sages-femmes et il y a aussi une action en PMI, formation de tout le personnel de la PMI, alors évidemment ciblée sur les secteurs, puisque le bucco-dentaire reste un marqueur social évident et incontournable. Voilà. Et cette action, elle est menée en ARA depuis très longtemps. C'était la volonté du docteur Cottard, effectivement, quand on a monté ce projet, d'agir sur tous les niveaux d'action. C'est-à-dire la sage-femme, la PMI, qui est très importante, c'est un échelon très important, et l'école, parce qu'effectivement, à l'école en maternelle, vous avez des infirmières scolaires qu'on peut solliciter si on voit qu'il y a un cas qui est plus lourd. Et ces infirmières scolaires vont aussi se faire aider par les assistantes sociales. Donc voilà. Mais ça, c'est limité effectivement sur des secteurs déterminés à l'avance parce qu'il y a effectivement un risque social plus important. Alors, le monsieur Ara, donc Auvergne-Rhône-Alpes, docteur Cottard, ça, là, on touche quelque chose d'intéressant avec cette initiative dans les crèches. Vous vous dites, là, c'est prometteur. Ce que vient de présenter ma collègue, voilà. Oui, tout à fait. Oui, moi je trouve agir tôt comme ça, surtout vers les parents, bien évidemment, parce que c'est pas l'enfant qui va rentrer à la maison en disant maman lave-moi les dents, mais lui, il faut l'acculturer, je dirais, autour de ça. Mais c'est effectivement une action très intéressante, je trouve. Ouais, je connaissais pas, pour tout dire, donc je la découvre. Donc je trouve ça intéressant. Et je réinsiste sur ce que vient de dire le docteur Abbé Denisot. Faut toujours avoir en arrière-pensée la réduction des inégalités sociale de santé, je pense, parce que on sait, donc bon, malheureusement on peut pas agir partout, donc autant cibler là où il y a vraiment besoin, et effectivement faut agir là où on sait qu'il y a un potentiel malheureusement de développement de caries dentaires. Oui. On va demander à votre voisine justement ce qu'elle en pense, le professeur Gras-Le-Guen. Vous êtes là-dedans, je crois clairement. La santé bucco-dentaire reflète les inégalités sociales de santé. Vous le constatez régulièrement ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on se dit depuis le début de la matinée et c'est le quotidien dans nos services, dans les consultations. Quand on regarde la bouche d'un enfant, on sait dans quel environnement il vit. C'est un peu la même chose que quand on consulte d'ailleurs son carnet de santé. On apprend ça à nos étudiants, vu l'emballage du carnet de santé, la façon dont il est rempli ou pas rempli, les tâches, l'odeur, on peut savoir. Hein, et la bouche, c'est un peu pareil. Hein. Et peut-être que ce carnet de santé, justement, même s'il est totalement aujourd'hui sous-utilisé parce que c'est des piles de documents que les jeunes parents n'ont pas le temps de lire en sortant de maternité, peut-être que la version numérisée qui est en préparation, ça peut être l'occasion de faire passer des messages qui soient plus parlants qu'un flyer de plus. Hein. On est dans un paradoxe où les jeunes parents passent des heures sur Internet à chercher des infos, à chercher des tutos avec un niveau de preuve, là pour le coup, qui est parfois modeste, voire carrément des fake news. Hein. Pouvoir avoir peut-être un support à terme, un carnet de santé qui leur permette d'avoir l'information, en tout cas officielle. Hein. Ça serait peut-être une perspective intéressante. Et puis je crois qu'ensemble, il faut aussi, on a évoqué toutes les mesures de prévention qui sont évidentes, parce que encore une fois, quand on arrive au stade de caries multiples, on est déjà trop tard. Il faut aussi qu'on lutte ensemble contre toutes les idées reçues qui sont légion en matière de santé bucco-dentaire. On a évoqué tout à l'heure la position de couchage, on a évoqué la tétine qui prévient aussi de la mort subite du nourrisson.
et de ces fameux colliers là qui sont diffusés largement et qui ont normalement pour vocation dans l'esprit de certains parents pour faciliter l'arrivée des premières dents, de limiter les douleurs. Donc tout un tas de fake news qui circulent, qui sont pourtant des choses dangereuses. Et puis toutes ces idées sur les dents, la douleur, la fièvre, et donc des amalgames très improbables pour lesquels je pense qu'on aurait vraiment tout intérêt à communiquer ensemble. Est-ce qu'il faut prioriser les efforts sur les plus vulnérables, les plus fragiles ? Alors, il faut cibler, c'est ce qu'on disait à l'instant, il faut cibler, on ne pourra pas toucher toutes les familles, ou en tout cas, ça sera plus facile, les familles les plus favorisées. Et c'est pas notre cible. La cible, c'est bien évidemment toutes ces familles qui vont être les premières concernées par la santé bucco-dentaire. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse se focaliser sur ces familles. On parlait tout à l'heure des pédiatres libéraux qui, on le sait, voient surtout les familles très favorisées. Les crèches, c'est un endroit, l'école par excellence, hein. Mais on aimerait pouvoir les toucher le plus tôt possible, et donc là les sages-femmes ont un rôle majeur. Justement, tout à l'heure on parlait de l'offre de soins. Est-ce que c'est assez lisible ? Est-ce que c'est assez lisible dans l'esprit des personnes qui consultent auprès de vous ? Ce qui existe, qui voir, à quel moment ? Alors c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. On voit régulièrement des familles pour lesquelles on préconise des soins dentaires et on leur dit là faudra y aller, hein. Là faudra y aller. Mais on va où ? Et donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut faire un effort, hein, et rendre plus visible une offre de soins qui n'est pas très développée non plus, hein, mais qu'on puisse leur dire concrètement, voilà, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut appeler, et il faut faire ça cette semaine. Docteur Romain Jacques, vous, comment vous voyez les choses ? Parce que parfois les parents peuvent le dire, on a du mal à trouver un chirurgien dentiste qui semble s'occuper des enfants, on ne sait pas trop, on n'ose pas franchir la porte. C'est une réelle difficulté pour les parents de trouver en fait un praticien qui est à l'aise avec des enfants. Au-delà du spécialiste que le professeur Sixou a pu parler tout à l'heure, c'est déjà un praticien qui soit ouvert à recevoir un plus jeune enfant et qui ne considère pas cela comme une difficulté. Parce qu'il y a un certain nombre d'enfants où on peut faire juste de la prévention et ça peut être très simple, mais il faut encore pouvoir être à l'aise. Il y a de la prise en charge comportementale simple à faire et qui permettrait déjà de faire de la prévention chez ces enfants-là. Ensuite, en effet, quand on rentre dans des soins dentaires qui peuvent être plus complexes, on parle de l'enfant de 2 ans, 3 ans, avec parfois 20 dents, 20 caries, comme j'ai pu en voir en consultation encore cette semaine. Et là, il faut des praticiens qui sont formés à réussir à les prendre en charge. Et quand il y a peu de caries, ça peut encore être facile de le faire au fauteuil, à l'état vigile, mais aussi développer l'offre d'accès sur les soins sous anesthésie générale. On en parlait tout à l'heure. La difficulté quand il y a 20 dents et 20 caries chez un enfant, ça veut dire 5-6 séances de soins très répétées à aller chez un dentiste. Un enfant de 2 ans, 3 ans, c'est très compliqué pour lui à supporter. Au-delà même de sa compliance naturelle. Et ça, cette offre de soins, elle est quasiment minime sur le territoire. Moi, je l'exerce à l'hôpital Louis Maurier à Colombes, qui est pas très loin d'ici. Il y a 3 mois d'attente pour prendre une consultation, puis ensuite 5 mois d'attente pour l'AG en soi. Ça fait un enfant qui a été vu par un premier chirurgien dentiste 1 an avant. Et donc en 1 an, on sait les dégâts en 6 mois que ça peut faire. Imaginons si c'est encore plus long. Mais c'est vrai que ça, c'est la difficulté de réussir à trouver des praticiens pour déjà la prévention quand c'est facile, et ensuite pour le soin quand ça devient un petit peu plus complexe, et avec la nécessité de se former pour pouvoir justement bien prendre en charge, bien que ça fasse partie de l'enseignement initial du chirurgien dentiste omnipraticien. Et c'est l'un de vos messages ce matin à vos confrères et consoeurs, de dire allez-y, faut se lancer, faut pas avoir peur des enfants, entre guillemets. Oui, il faut pas avoir peur des enfants. Déjà, les messages de prévention vis-à-vis des enfants, quand on voit les parents, on peut les passer. On parlait du carnet de santé il y a quelques secondes. Dans le carnet de santé, il y a quand même une page bucco-dentaire, et il y a énormément de parents qui arrivent et qui n'ont pas vu cette page bucco-dentaire, qui doit être la page 17, je crois, du carnet de santé. Donc rien que l'ouvrir avec eux. Mais ça peut être fait déjà avec les parents au moment, on reparlait justement au niveau de la consultation de la femme enceinte.
Mais les parents, quand on les voit en consultation, on peut leur parler aussi de la santé bucco-dentaire de leur enfant. C'est un premier message de prévention qui peut être fait. Ensuite, la consultation en effet plus spécifique de l'enfant qui peut être faite dès 1 an, c'est une consultation qui est relativement très très simple, qui peut être faite avec le parent. Allumez bien votre micro, docteur Abbé-Deniso, qu'on vous entende. Le docteur Anna Abbé-Deniso disait que les pages du carnet de santé s'ouvrent qu'à 6 ans. On s'ouvre parfois un peu tard, malheureusement. Voilà. Justement, pour rebondir là-dessus, moi, suite aux interventions dans les crèches et aux conversations qu'on a avec les parents, en fait, d'abord, ils savent pas du tout à quel âge ils peuvent aller pour la première fois chez le chirurgien dentiste. Ça, c'est une vraie chose. Et je leur dis surtout de prévenir au moment où ils prennent rendez-vous, de prévenir que c'est pour un enfant, que c'est pas un rendez-vous classique, justement pour que le praticien puisse s'organiser dans la mesure où, bien sûr, il décide de le faire. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est que, comme vous l'avez dit, tous les praticiens sont pas à l'aise forcément avec des tout petits. Et c'est vrai que ça demande une consultation un peu spécifique et d'avoir du temps. Et autant éviter de caler le rendez-vous entre 2 urgences en heure de pointe. Après, il y a un autre moyen. Le risque carieux, il est évidemment familial. Et ça, il faut que tous les professionnels de santé en soient conscients. Une maman qui a déjà eu des caries ou un papa qui a déjà eu des caries, l'enfant il a beaucoup plus de chances d'en avoir. Donc un praticien qui soigne déjà le grand frère, le petit frère, machin, peut demander à voir le dernier, celui qui est arrivé il y a seulement 1 an, et c'est important. Et les habitudes familiales, c'est juste, dans les milieux défavorisés, c'est assez compliqué d'expliquer, parce que si on applique une règle simple, on dit, allez, faut pas grignoter, faut pas prendre de jus de fruits. Ça, je peux vous dire, vous pouvez le dire, mais ça n'a pas d'efficacité, parce que ça leur paraît infaisable. Donc si vous partez comme ça, c'est juste mort. Il faut prendre le temps d'expliquer et de s'appuyer sur leurs propres croyances. Vous, madame, qu'est-ce que vous buvez? Ah ben moi, je bois que de l'eau. Ah bon? Alors vous buvez que de l'eau et vous donnez autre chose à vos enfants. Expliquez-moi là. Et alors, toute la difficulté, c'est de les rassurer justement sur leurs compétences. Je dis, mais enfin, vous savez ce qui est bon pour vous. Appliquez-le à vos enfants. Ah oui, mais tout le monde dit qu'il faut leur donner jus de fruits. Oui, attendez, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Et la règle simple, elle n'existe pas en réalité. Il faut vraiment s'adapter à chaque enfant. Et nous, professionnels de santé et les pédiatres, effectivement, les médecins, c'est important qu'on ait cette notion-là, que ça ne suffit pas de dire mangez pas de sucre. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ça peut pas marcher, ça. Il y a une dimension culturelle qui a été évoquée à plusieurs reprises déjà ce matin et contre lequel c'est vraiment très très difficile de s'opposer. Hein. Donc il faut probablement pouvoir le dire, le redire, les accompagner avant qu'on arrive aux photos terribles qu'on a vues ce matin. Très concrètement, je crois qu'il y a des chirurgiens dentistes qui recommandent aux grands frères, grandes sœurs d'emmener leurs petits frères à certaines consultations pour dire « Regarde, ça se passe bien avec moi ». Il y a peut-être un certain nombre d'astuces comme ça que vous développez dans vos cabinets. Moi, j'essaye toujours, quand je vois un des enfants de la fratrie, de demander et d'essayer de faciliter justement pour voir les enfants. Et j'essaye la plupart du temps de les faire venir. Donc s'il y a un soin qui, je sais que ça va bien se passer, faire venir le petit frère, la petite sœur en même temps. Tout simplement parce que, comme on disait tout à l'heure, les déplacements, ils vont voir le médecin, la psychologue. Je me souviens hier d'un parent qui me disait entre tous mes enfants, j'ai 40 consultations par semaine, je peux plus. Le fait déjà de l'amener pour le voir en même temps que le grand frère ou que la grande sœur, ça facilite aussi le message, ça facilite qu'ils viennent. Et on peut comme ça intercepter, faire de la prévention encore plus tôt et intercepter des lésions carieuses qui peuvent être très petites. Avant que ce soit vraiment trop tard, et on sait que pour certains enfants à 3 ans c'est déjà trop tard, donc plus on les voit tôt, mieux c'est. On repasse le micro au président de l'UFSBD. Oui, il y a un contexte quand même général qu'il faut voir sur la santé dentaire en France, notamment nous dans les cabinets dentaires, on voit tard effectivement certains enfants, mais globalement la population, on la voit peu en France, puisque quand on regarde les données de l'assurance maladie sur la fréquentation des cabinets dentaires dans le système national de données de santé, on a à peu près 1 Français sur 2 qui va régulièrement voir un chirurgien dentiste. Donc il y a déjà effectivement un problème culturel, on va dire, de société, de vision de la place effectivement de la bouche et de son suivi.
Or, le suivi chez le chirurgien dentiste, c'est tout au long de la vie, effectivement, qu'on doit en avoir. Nous, on aimerait à l'UFSBD qu'il y ait un chirurgien dentiste traitant déclaré à l'assurance maladie. Il y a le médecin traitant, il y a le chirurgien dentiste traitant. En termes de communication, signal, je pense que c'est quelque chose qui est fort, de se dire qu'on doit avoir un chirurgien dentiste traitant dès les premiers mois de sa vie. Là-dessus, c'est une pratique qu'il faudrait promouvoir et presque, effectivement, on va dire, rentrer dans le cadre administratif, parce qu'on sait que le cadre administratif, ça aide beaucoup à la communication. Il y a ce contexte-là général. Donc, on a besoin après, par contre, de tous les autres professionnels qui sont en contact pour faire ce relais, parce que nous, on voit très rare, qu'on voit peu de Français globalement, 1 sur 2 simplement, on devrait voir 100%. Il faut qu'on travaille effectivement pour voir plus, et que le niveau aussi d'accès des chirurgiens dentistes, tout chirurgien dentiste peut voir un enfant en prévention. Là-dessus, on est capable de voir un enfant et sa famille surtout. En prévention, il n'y a pas besoin d'une capacité technique spécifique ou d'instrument spécifique. Il y a besoin de second recours. Ça, c'est quelque chose effectivement d'important aussi par rapport aux professionnels, de premier recours, de se dire, si j'y arrive pas, je sais que je peux m'appuyer sur d'autres professionnels de ma profession pour du second recours. Actuellement, la difficulté, c'est que même pour des praticiens expérimentés, comme par exemple Romain, si on n'a pas un plateau d'accès d'AG, par exemple, sur certains cas, on se retrouve en échec. On a beaucoup de professionnels en souffrance parce qu'il n'y a pas de solution pour certains de leurs patients évidente. Je voulais juste apporter un exemple intéressant d'évolution possible du cadre administratif, qui est celui qu'on a mis en place il y a maintenant quelques mois, qui s'appelle Santé protégée, et donc qui s'intéresse à la population des enfants en protection de l'enfance, qui malheureusement, on le sait, voit très très peu de médecins en général, et de dentistes, d'ORL, d'orthophonistes, de psychologues. Voilà, ils sont un peu les oubliés de la santé. Et donc, dans le cadre de cette expérimentation qu'on porte avec la DGCS, le CHU de Nantes et puis la Caisse d'assurance maladie, qui bien évidemment est partie prenante, eh bien, il a été proposé une consultation systématique annuelle qui permette d'orienter les enfants, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, et de leur donner cet accès aux soins on sait bien des conditions de vie qui sont parfois compliquées. Et donc, c'est une piste, il me semble, intéressante, qui pour l'instant s'adresse uniquement aux enfants en protection de l'enfance, mais qui pourrait être étendue à d'autres populations vulnérables si, à terme, on montre l'intérêt de cette expérimentation. Et quel est le calendrier de cette expérimentation ? Alors, cette expérimentation, elle a été financée avant le Covid. Ça a été long de la mettre en place. Elle se déroule sur 3 départements pour l'instant. C'était Loire-Atlantique, Haute-Pyrénées et le troisième que j'ai oublié. Et donc, il y a la Seine-Saint-Denis qui va rejoindre l'expérimentation. Et donc, on espère pouvoir la mener à bien là dans l'année qui se termine. Donc, à suivre. C'est ça. À suivre de près. Alors, on va redemander au docteur Thierry Cardozo de s'emparer d'un micro. Vous avez entendu beaucoup de choses depuis le début de la matinée. Qu'est-ce qui ressort selon vous dans nos échanges ? Qu'est-ce qui vous paraît important à placer au cœur de cette stratégie autour des 1000 premiers jours ? D'abord, moi je trouve que c'est passionnant de vous entendre tous. Moi, je retiens la question de ce que j'avais appelé l'approche écologique. Si l'environnement... Et je vais préciser ce que je veux dire par environnement favorable. Un environnement favorable, on l'a vu par exemple dans le Covid sur les gestes barrières, on a fait des enquêtes à Santé publique France. Ce qui motive les gens à porter le masque, c'est la norme sociale. C'est pas forcément finalement de absolument réduire le risque, c'est que si tout le monde, si j'enlève le masque maintenant, je le fais exprès, c'est presque un geste provocateur. Et donc si je me sens en sécurité en fait en portant le masque parce que je vois les autres porter le masque. Donc si j'ai pas accès à facilement en fait, je vais être sourd au message de prévention. Donc ça veut dire qu'il y a une question visiblement là autour de construire des espaces non pas d'abord de dialogue mais d'écoute. C'est-à-dire que on a tendance en tant que professionnel de santé à avoir nous-mêmes un stress, je reviens sur le stress, à être, est-ce que j'ai bien donné tous les messages, est-ce que j'ai bien donné toute l'information ? Moi, je me dis, la première question, c'est, est-ce que j'écoute bien la personne que j'ai en face de moi ? Est-ce que je prends conscience vraiment de ce qui est accessible pour cette personne-là et comment on va travailler ensemble ? Donc, il y a probablement
à repenser, c'est plutôt de la promotion de la santé, c'est-à-dire à repenser les environnements, mais ça l'a super bien été dit, notamment par le docteur Chevalier. La prévention, ça n'existe pas, c'est pas coté. Donc comment inciter les professionnels de santé qui sont déjà débordés, là on l'a entendu toute la matinée, il y a 6 mois, 8 mois, 18 mois d'attente. Donc c'est difficile pour le citoyen lambda de se dire « moi j'entends tout ce que vous me dites, j'ai un carnet de santé énorme, maintenant on me fait des sites internet, demain une appli, j'ai toutes les informations ». Les gens qui se disent ça sont les gens qui, ça l'a déjà été dit d'ailleurs ce matin, c'est ceux qui se soucient en fait de leur santé. C'est ceux qui sont débordés par des tas d'autres sujets et qui ont honte en fait de leur situation. Mais vous les voyez effectivement déjà dans ces situations catastrophiques dont on a vu les photos qui sont édifiantes. Donc c'est vrai que collectivement on a envie de se dire comment changer un peu le paradigme. C'est-à-dire se dire d'abord on crée, c'est le sens de l'entretien prénatal précoce, c'est non pas un moment où on va donner de l'information, mais c'est un moment où on doit écouter, on doit détecter. Donc c'est un changement de posture professionnelle qui est extraordinairement différent dans un monde où les formations initiales sont de plus en plus spécialisées. On n'apprend pas du tout, et là je le dis peut-être de manière un peu provocateur, mais on n'apprend pas aux soignants à prendre soin. On apprend à soigner, ça a été très joliment dit ce matin, mais pas à prendre soin. Juste pour terminer, une dernière petite anecdote. Quand on a commencé à construire le site internet 1000premiersjours.fr, je vous ai parlé des piliers fondamentaux. On a fait... on avait intitulé, on a travaillé avec une communauté en ligne de parents, futurs parents, et on a dit, que pensez-vous de cette rubrique sur prendre soin de soi? On ne comprend pas, vous nous dites, vous faites un site sur les bébés. Pourquoi prendre soin de nous? Donc, le dernier message, c'est un bébé, il n'est pas tout seul. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on sait, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on sait des parents, qu'est-ce qu'on comprend du contexte, et on ne peut pas soigner hors contexte. On en revient, merci beaucoup, à nos séquences interactives. Voilà, les mains se lèvent dans tous les sens. On arrive avec nos micros. Faïka Badri, chirurgienne dentiste du FSB 13, c'est pour un peu rebondir sur les pistes pour pouvoir travailler avec les différents partenaires de la santé. En fait, par rapport, je reviens toujours à ma fille qui est sage-femme, donc pour rebondir un peu sur les sages-femmes, je pense que c'est bien d'inclure dans les études un module sur la santé bucco-dentaire. Il existe déjà, je le sais au niveau en tout cas des Bouches-du-Rhône, mais il est très très court, c'est un petit module de 2 heures. Donc, ce n'est pas assez suffisant. Et aussi pour dire que ce n'est pas encore entré dans les mœurs, parce que je sais que, par exemple, pour le projet de fin d'études de ma fille, elle a choisi donc l'intitulé de son projet « Une bouche saine pour une grossesse sereine ». Vous imaginez bien que je ne l'ai pas du tout poussée à choisir ce sujet. Elle a eu du mal à faire valider ce sujet par ses directeurs de projet, d'études, parce que pour l'école, il y avait autre chose à faire et d'autres sujets à traiter en tant que sage-femme, et que pour les dents, il y a les dentistes, en fait. Voyez, donc, je pense pouvoir inclure un module plus important au niveau des études. Et pour terminer, je voudrais partager notre expérience dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'on a, en collaboration avec le conseil départemental, on a fait une formation de toutes les sages-femmes de PMI, et ça a vraiment donné des résultats vraiment efficaces, puisque déjà on a informé, en plus de former ces sages-femmes de PMI qui étaient vraiment ravies, parce qu'il y avait beaucoup d'informations qu'elles ne connaissaient pas sur la santé bucco-dentaire, même sur MT-Dents de la femme enceinte. Il y avait vraiment beaucoup d'informations. Alors, déjà sur leur propre santé bucco-dentaire, donc c'était déjà ça d'acquis. Et quand on a des connaissances sur sa propre santé bucco-dentaire, on peut transmettre quelque chose et accompagner l'autre. Voilà.
Je vous remercie. Et puisque vous parlez de PMI, il y a aussi l'entourage médico-social. On a parlé du champ sanitaire, hein, mais il y a aussi des professionnels du médico-social qui peuvent être formés parfois. En fait, on est en train de faire cette expérience encore dans les Bouches-du-Rhône avec le conseil départemental pour les infirmières des PMI et on va dire les professionnels travailleurs sociaux. Donc c'est une petite on va dire dans ce sens-là, je pense que on est en train d'avancer un peu avec le conseil départemental, mais c'est vrai qu'il faut toucher par exemple les sages-femmes en libéral, et pour cela, on va essayer de travailler avec l'ARS. Bon, ben voilà. De collaborer avec l'ARS, je suis très contente que quelqu'un de l'ARS PACA est présent aujourd'hui, parce qu'il faut des fonds justement pour bien construire certaines actions. Parce que c'est ça, la prévention, c'est quelque chose qu'on construit qui en apparence coûte cher, mais qui à long terme donne de très bons résultats. Voilà, donc, on sent l'enthousiasme, mais vous le dites, il faut des financements pour ce temps de lancement, de coordination, de préparation. On rebondit, alors voilà, on avait d'autres. Oh, voilà, là, il y a une liste d'attente. C'est à vous. Dans le cadre de la campagne de promotion des 1000 premiers jours, Adrien Taquet vient de présenter la bébé box. Et je ne sais pas du tout si c'est réalisable, mais ce serait formidable que les parents repartent avec une brosse à dents dans la bébé box. En ce qui concerne la bébé box, il y a eu beaucoup de discussions et de propositions autour des objets qui étaient utiles à y faire figurer. Vous savez que nos maternités sont polluées depuis des années par des boîtes publicitaires insupportables, qui génèrent des déchets atroces et des habitudes commerciales qui sont insupportables. Et donc, on était trop contents de se débarrasser de ces fichues boîtes. Et quand on nous a dit « on va vous envoyer des boîtes », on n'était pas emballé. Surtout qu'à l'idée, l'idée était d'utiliser des objets du quotidien qu'on pourrait utiliser comme prétexte avant le départ de la maternité pour faire passer des messages de prévention. Et donc, il y a eu des discussions très intéressantes sur les quelques objets qu'on pouvait faire figurer dans une boîte qui seraient destinés uniquement, à cette fois-ci, pas des messages commerciaux, mais vraiment de prévention. Donc, la brosse à dents, tout naturellement, est à sa place. Et il y a d'autres objets comme la turbulette, par exemple, qui a été proposée pour dormir dans un environnement de couchage qui soit sécurisé. Il y avait d'autres objets pour jouer, pour lire, pour se laver. Et donc des choses très symboliques qui, je pense, pourront être intéressantes si on a du temps humain pour l'expliquer et faire passer ces messages qui vont avec. Surtout que je crois qu'on est à 2 jours et demi à peu près à la maternité après la naissance. Vous pouvez juste peut-être reprendre un micro. Alors, c'est la pénurie de micros. Voilà. Il y a un temps un peu plus lointain où vous aviez plus de temps en maternité pour parler de plein de choses. La durée moyenne de séjour actuellement est entre 2,8 et 3 dans notre établissement. Donc c'est très 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 court. Ça veut dire qu'on a certains séjours longs, mais on a des femmes qui partent au bout de 24-48 heures. Et on est en train de développer ça davantage puisqu'il y a un réseau de sages-femmes libérales. Et c'est vrai que ce n'est pas choquant que d'avoir des femmes qui sortent vite de l'hôpital s'il y a un étayage derrière. Mais forcément, c'est plus forcément à la maternité qu'on va pouvoir passer ce genre de message. Donc il y a un lien aussi en libéral à faire. Oui, indispensable. Alors, une autre intervention. Alors, Christophe Lemans. C'est bon. Christophe Lemans. Donc, moi, je vais être un petit peu plus militant, un petit peu plus polémiste aussi. On a fait des constats, c'est bien. L'UFSBD, il y a 7 ans, avec le docteur Patrick Beaune, nous a présenté un DPC qui était de la femme enceinte à l'enfant de 6 ans. Donc, les éléments, on les a, on est prêt à les partager. Je suis très, très content de pouvoir avoir un panel de professionnels avec lequel on puisse avoir des outils en commun. Maintenant, j'ai entendu des choses qui me déplaisent énormément. Depuis 2006, même avant, avec les examens de santé bucco-dentaire, on a toutes les clés, tous les éléments, les obligations légales de par la loi de santé publique pour éviter ces problèmes-là. Donc se contenter de dire aujourd'hui il y a un constat où il y a des catastrophes, c'est bien gentil, on l'a déjà fait il y a 15 ans. On a aujourd'hui, de par la volonté de la profession qui s'est battue pendant 30 ans, on a depuis maintenant 2014 cet examen femme enceinte. Malheureusement, c'est le seul examen qui ne soit pas obligatoire. C'est l'examen fondamental, vous l'avez tous dit dans vos présentations. C'est l'examen de repérage par toutes les professionnels de santé. C'est l'examen où on a un temps d'échange,
Et malheureusement, cet examen ou ce bilan, il est mal exposé. Cette volonté d'MTDan, c'est d'avoir un dialogue. Une fois qu'on a fait un dialogue, on a établi un bilan carieux, on a établi un bilan alimentaire, on a établi un bilan de prévention, et à ce moment-là, après, on peut aborder le soin. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place, qui est acté par la Convention, qui est accessible par tous les professionnels, on a les outils. Ce qui manque simplement, c'est de le rendre obligatoire. Alors, obligatoire, pourquoi ? À la limite, on devrait empêcher une femme enceinte d'accoucher tant qu'elle n'a pas fait son bilan. Je sais bien que ce n'est pas possible. Et pourquoi je dis obligatoire ? Parce que moi, je suis professionnel de santé, je suis dans mon cabinet dentaire, et je reçois des enfants qui ont 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, qui sont dans un milieu précaire, à qui on a donné toutes les chances. La seule chose qu'ils n'ont pas faite, c'est de ne pas venir me voir parce qu'il y a une certaine bien-pensance qui dit on ne peut pas obliger. Pourquoi moi, je suis obligé de les mutiler alors ? Pourquoi moi, professionnel de santé, dans ma profession, je suis obligé de les mutiler ? Pourquoi, depuis 55 ans, on a mis en place toutes les recommandations pour éviter tous les problèmes ? On a bien vu dans la présentation du professeur Sixou que tout ce qu'il évoquait, on l'a dans cet examen bucco-dentaire. On a tous les éléments. Qu'est-ce qu'on attend pour obliger les gens ? La cible, ce n'est pas les gens favorisés, ce n'est pas les gens qu'on côtoie tous les jours, ce sont les gens qui n'ont pas accès à cette prévention. Moi, j'ai eu en réunion d'Observatoire régional pour la santé des Hauts-de-France, une déléguée ministérielle qui disait « Mais quand on regarde les tableaux de morbidité de 25 ans de prévention par l'Observatoire, les chiffres sont donc de plus en plus mauvais. » On parlait cancer alcoolo-tabagique, Hauts-de-France, catastrophe. Et on a des tableaux qui, partout en France, se dégradent. Ça montre bien que la prévention, elle n'est pas comprise par les gens qui sont ciblés par cette prévention qui deviendrait obligatoire. Si cet élément d'obligation était mis en place, ça éviterait les catastrophes. Le quart d'heure plaidoyer, je crois, était assez intense. Le message est bien passé. Qui veut réagir à cela ? La prévention obligatoire, est-ce qu'on y pense à Santé publique France ? Ça vous retombe dessus, docteur Cardozo, mais c'est normal. Merci. Il n'y a rien de personnel, mais vous voyez, est-ce que la prévention obligatoire, c'est un sujet qui est entendable ? C'est un sujet qui est entendable, c'est un vaste débat, je dirais, qui doit dater au moins des 55 ans, voire plus. Comme tout débat, vous l'avez annoncé polémique, je dirais que c'est un vrai débat. Il n'est pas forcément polémique, mais il est comme l'obligation. Je ne vais pas y revenir. On a passé 2 ans là avec beaucoup d'obligations. Je crois que je vais pas vous offenser à vous laisser vous-même juge des travers et peut-être des conséquences de l'obligation. Il y a les écoles qui disent faut motiver, faut essayer d'expliquer, etc. Moi, je reste sur l'école, la promotion de la santé, c'est-à-dire il faut que l'environnement puisse permettre aux gens d'avoir accès facilement. Si vous dites à quelqu'un il faut manger équilibré, si c'est pas cher, si c'est en bas de sa porte, il va manger équilibré. Là, c'est un peu pareil. Moi, j'ai l'impression que on parle de prévention à chaque fois. Sans se demander, mais ça a été dit ce matin, hein, encore une fois, j'insiste, on dit aux gens d'aller chez le dentiste, mais où, quand il y a des déserts médicaux, c'est pas un scoop, et encore plus sur des professions qui sont déjà surbookées. Donc moi j'entends l'obligation, mais même si vous obligez, où allez-vous y aller ? Donc je crois que la notion, c'est encore une fois de créer des contextes qui vont permettre, sans obligation, moi je ne suis pas un fervent de l'obligation, mais c'est pas mon opinion qui est importante ici, c'est plutôt, je sais et moi je salue, hein, parce que tout le monde est très engagé, tout le monde a envie qu'on avance, on est tous très impatients en se disant mais ça a l'air même de se dégrader. Ce qui est sûr, c'est que y a un problème d'offre de soins et d'hétérogénéité sur le territoire. Les inégalités sociales en santé, c'est d'abord des inégalités territoriales de santé. Donc voilà, je vous apporte pas de réponse, mais je crois qu'on a collectivement à essayer, plutôt que de se dire, d'essayer de casser un peu les silos, c'est-à-dire quelles sont les frontières entre les différents professionnels, juste sur l'information. On a créé le site internet, on est
assailli de demandes sur... c'est pas faux. Sur il faut parler de ceci, il faut parler de cela. Nous, on dit on part de la personne, c'est compliqué, vous faites beaucoup mieux que nous dans vos espaces spécialisés. Donc, moi, l'invitation, c'est trouvons ensemble les articulations pour que les professionnels, j'ai entendu là l'enthousiasme des professionnels qui souhaitent simplement avoir la bonne information à donner aux gens dont ils prennent la charge. Et oui, il faut aller vers le médico-social, il faut casser le silo. La santé, ça appartient pas aux professionnels de santé. Les déterminants de santé sont énormes. Il y a des déterminants sociaux fondamentaux. On en a parlé toute la matinée. Donc, il faut que tous les professionnels qui, à un moment donné, à partir d'une déclaration de grossesse, vont rencontrer une maman, puissent donner de l'information. Ça veut dire quoi, donner de l'information? Ça veut pas dire tout savoir. Ça veut dire, j'ai mon carnet d'adresses où je peux orienter dans la proximité de cette personne, là où elle habite. Il y avait peut-être un autre rebond dans la salle avec le micro. Oui, c'est à vous. Je pense qu'il y a un petit malentendu qui peut persister sur la définition des 1000 jours. Quand on dit 1000 jours, il ne s'agit pas des 1000 premiers jours de l'enfant, ni même du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant, aux 3 ans de l'enfant. 1000, c'est le 9 mois de grossesse plus 2 années. D'accord ? Donc je pense que la bonne définition, parce que ça implique aussi les publics cibles, elle a été donnée par le docteur Cardozo là, en première intervention quand il a dit que ça touche tous les futurs parents. Parlez bien dans le micro qu'on vous entende. Voilà, donc oui, le public cible sont les futurs parents, plus parents de l'enfant de moins de 2 ans. C'est important à dire parce que, c'est-à-dire c'est le début de la vie, les 1000 premiers jours de la vie, et non pas de l'enfant, et plutôt avant. Après, depuis toujours, on fait 1000 choses. Après, on s'en occupe. Mais la nouveauté de cette campagne, c'est les 1000 premiers jours de la vie et avant. Les futurs parents. C'est une campagne d'action sociale qu'on fait là, et ça me paraît capital d'orienter dans ce sens-là. J'ai participé il n'y a pas longtemps à une réunion en Normandie pour une année d'interventions qui vont se faire sur cette campagne-là, et dans l'esprit de tous les professionnels, c'était l'enfant de 0 à 3 ans. C'est pas ça. 0 à 3 ans, c'est pas un nouveau sujet. Par contre, 0 à 2 ans et avant, ça, c'est un nouveau sujet. Et ça me paraît important à... Merci de l'avoir rappelé ainsi. Alors, voilà, le docteur Alexandre Deza, bout d'impatience pour être le porte-voix des internautes, donc c'est à vous. Alors oui, j'avais eu notamment la question d'un pharmacien qui me disait « Les dentistes voient actuellement un Français sur 2, alors que nous, pharmaciens, nous voyons potentiellement tous les futurs parents avec l'achat de matériel tétine, tire-lait et autres. Et est-ce que vous avez déjà envisagé de partenariat là-dessus? Et je m'étonne que le sujet n'ait pas été évoqué. Eh ben, c'est le moment d'en parler. Y a-t-il un partenariat d'envisager? Alors, côté Santé publique France, est-ce que vous y pensez? Oui, alors on a un partenariat en fait avec les pharmaciens, le CESPharm, qui est... donc oui, c'est évidemment... alors là, non seulement, comme ça vient d'être dit, tous les Français passent à pharmacie, passent plusieurs fois. Et donc c'est vrai que c'est un point de rencontre important. On travaille beaucoup avec les pharmaciens. Oui. À l'UFS, ça marche? À l'UFSBD, non? On vous entend moins bien. Changeons de micro. Voilà, merci. À la fin de la matinée, les piles sont usées. À l'UFSBD, on travaille beaucoup sur différentes thématiques avec les pharmaciens. C'est une profession avec laquelle on a plaisir à agir, où il y a un fort impact derrière. Ils se mobilisent souvent beaucoup. Il y a des actions qui devaient être mises, notamment dans certaines régions aussi en inter-URPS, portées avec l'UFSBD sur des formations, et notamment, par exemple, sur le tout petit enfant, qui avec le Covid ont été décalées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mobilisées. Les pharmaciens sont beaucoup mobilisés dans les dépistages, dans la vaccination. Donc, c'est des sujets, effectivement, bien sûr, où on inclut le pharmacien. Il n'y a pas de pharmacien aujourd'hui ici. On travaille très bien l'UFSBD et les pharmaciens, je pense. Puis il y a des liens de proximité, même de personnes, assez faciles. Et on va travailler avec les pharmaciens. On va continuer sur la thématique. Donc voilà, une coopération prometteuse entre chirurgiens dentistes et pharmaciens. Alors il y avait une dernière intervention, effectivement, et puis on retourne voir le docteur Deza après, qu'on n'oublie pas. Bonjour à tous, Clément Marie, je suis en 6e année à Nantes et je suis aussi président de l'UNECD, donc l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire. Merci pour toutes ces interventions très intéressantes. Je voudrais juste faire un petit focus sur la formation initiale. Vous avez beaucoup parlé du fait que nos collègues des autres filières de santé étaient très peu informés de nos problématiques. Je voulais savoir comment, de manière pragmatique, on pouvait aller vers plus de prévention
plus d'enseignement là-dessus et plus d'interprofessionnalité. Et puisque vous avez le micro, d'être chirurgien dentiste pédiatrique, ou en tout cas avec une arrière-pensée très forte pour les enfants, ça vous tente? Ça vous intéresse, vous? Alors pour l'instant, je suis plutôt orienté vers de l'omnipratique, mais effectivement, pourquoi pas m'orienter au fur et à mesure de mon exercice professionnel. Voilà, mais ça peut être notamment les enfants. Voilà. Plus de cabinets avant de décider ce genre de pratique. Bien sûr. Alors, qui peut répondre? Alors, moi, j'aurais envie de dire que c'est un sujet, évidemment. C'est des choses auxquelles l'UFSBD a déjà réfléchi, répondu. Alors, évidemment, plutôt de façon ponctuelle, mais avec les autorités, avec les ARS, on est quand même très soutenu. Si vous voyez les programmes qu'on fait sur différentes cibles, vous en rendrez compte. Je pense qu'on ne peut pas développer ça aujourd'hui parce que c'est un petit peu tard, mais c'est évident que nous, derrière une action comme aujourd'hui, on va effectivement promouvoir nos actions de formation PMI au niveau des sages-femmes. Honnêtement, on a essayé auprès des gynécologues, c'est un peu compliqué, mais on ne désespère pas. Il y a un point qu'on peut préciser peut-être, c'est qu'aujourd'hui, il y a un chapitre sur ce sujet dans le 2e cycle des études médicales et que ça fait l'objet régulièrement de questions à l'ECN. Donc, ça, c'est des messages basiques, mais qui passent. Et ensuite, je pense que ce serait certainement intéressant de se rapprocher de tous les départements de médecine générale, de toutes les facultés françaises, pour pouvoir intégrer un module dans l'enseignement de prévention qui est généralisé pour tous les futurs médecins généralistes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, je pense. Un complément de Romain Jacques. Pour répondre aussi à l'UNCD aux étudiants, il y a le service sanitaire qui a été ajouté, il me semble, dans vos études, et notamment, c'est un bon moyen pour vous, en termes de prévention, de faire un premier pas dans la prévention. Après, la difficulté, je pense, c'est aussi au moment où vous sortez et que vous commencez à être installé en libéral ou ailleurs, c'est de se rapprocher des UFSBD, de se rapprocher des moyens de prévention, des acteurs de prévention qui sont sur le terrain. Et c'est là où parfois on peut manquer d'acteurs de terrain, alors que, et je pense que ce service sanitaire vous permet de mettre un premier pied, découvrir ce que c'est vraiment de faire de la prévention, parce que c'est quand même dans les écoles, il y a une certaine implication qui est de votre part pour en avoir entendu vraiment beaucoup parler. Et je pense que là, l'UNCD, vous avez aussi un moyen de promouvoir ça et promouvoir nos actions à l'UFSBD, pour motiver des futurs confrères à s'engager dans la prévention. Et c'est là aussi où je pense que nous, chirurgiens dentistes, on doit aussi s'engager à être des acteurs de terrain dans autre part que parfois dans nos cabinets. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans les UFSBD. Il y a tout plein de lieux d'expression pour faire de la prévention actuellement. Et on doit être aussi acteur dès qu'on est étudiant. Jusqu'à aller participer à des colloques d'autres professions de santé, notamment. Par exemple, je pense qu'il faut s'ouvrir au maximum pour qu'on fasse vraiment de l'interprofessionnalité et qu'on montre, là on voit, on a quand même différentes personnes autour de nous et c'est vraiment important d'en parler. Alors je crois qu'il y avait encore une ou deux questions avec le docteur Deza. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires, de choses comme ça sur les perturbateurs endocriniens, notamment chez la femme enceinte et... Alors, des questions sous quel angle? Comment s'en protéger? Comment s'en protéger? Sont-ils dangereux? D'autres alternatives au niveau dentifrice et autres? Donc, de vastes questions alors qu'il nous reste qu'une poignée de minutes. Alors, juste, j'invite les personnes qui ont posé la question à aller visiter le site 1000premiersjours.fr. L'espace en pratique dont je parlais tout à l'heure a vocation en fait à aider les parents à agir simplement, et on commence en fait par l'action à faire et ensuite il y a l'information derrière pour en savoir plus. Voilà, c'est une information en 3 niveaux. C'est d'abord qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on sait bien que c'est d'abord ce qu'on cherche, et en plus ça a une vocation un petit peu à réduire l'anxiété. Quand on se pose ces questions-là. Comme je disais, la question des perturbateurs endocriniens, c'est pas tellement au plan individuel, c'est beaucoup au plan réglementaire et à l'échelle européenne. Et donc il y a aussi des aspects vraiment de plaidoyer pour que la réglementation change à chaque fois
évidemment, elle change à chaque fois qu'il y a un perturbateur endocrinien avéré. La grande difficulté qu'on a, c'est autour des perturbateurs endocriniens suspectés, pour lesquels on n'a pas encore des preuves absolues. Et en prévention, on essaye quand même d'anticiper un peu ça, et donc d'aller vers ce qu'on appelle, dans notre jargon, une sobriété d'exposition chimique, c'est-à-dire de voir comment dans son quotidien, qu'est-ce qui est accessible en termes de changement, d'ajustement, je dirais, de comportement plutôt que de changement, parce que c'est quand même un sujet extrêmement complexe.